1997, saison 10, épisode 7, Charleston, 1927. 10 ans ont passé depuis les événements survenus durant la guerre. Été 1927, après-midi, forêt domaniale de Verdun. Bertrand Fèvre et Bernard Fèvre, âgés de 10 ans, vêtus de vestes de chasse, armés de fusils, accompagnés du chien de l'épisode précédent, marchent le long d'un chemin de terre. Bernard porte un jerrycan à la main gauche. « Es-tu sûr que c'est bien ici que tu l'as vu ?»« Oui, certain. Mais la forêt est immense, tu pourrais te tromper, Bertrand. Fais-moi confiance, nous ne sommes plus très loin. » Si Père savait ce que nous sommes en train de faire, il se mettrait en colère, lui qui refuse que nous nous éloignions du domaine. S'il nous voyait par ici, il n'y a aucune raison pour qu'il l'apprenne. Tu n'as pas l'intention de lui en parler, n'est-ce pas ? Non, non. Alors nous ne courrons aucun risque. Tout se passera bien, tu verras. Et si les choses tournaient mal ? Pourquoi veux-tu ? Tiens, regarde, la voici, nous sommes arrivés. Après un virage, les jumeaux découvrent une Citroën B2 rouge et noire. Tu vois, je ne t'avais pas menti. Es-tu sûr que c'est bien la sienne ? Oui, je l'ai vue la conduire. Bertrand pose sa main sur la portière avant droite de la voiture. N'entre pas, Bertrand. Pourquoi pas ? Et s'il était par ici ? Qui ? Son propriétaire. Tu sais, l'Américain. Aucune chance. Il est retourné à New York il y a de cela une semaine. Comment le sais-tu ? C'est Père qui me l'a dit. Il l'a entendu dire par des villageoises. Bertrand ouvre la portière. Je ne sais pas si nous avons raison d'agir ainsi. Tu n'as pas oublié ce que l'on dit de lui, que c'est un meurtrier. Je le sais bien, mais... Veux-tu vraiment agir ? Veux-tu vraiment vivre avec un assassin aux portes de ta maison ? Non, évidemment. Alors faisons-lui comprendre qu'il n'est pas le bienvenu ici, qu'il reste aux États-Unis puisqu'il semble si bien. Donne-moi les allumettes, s'il te plaît, Bernard. Bernard sort un paquet d'allumettes de la poche de sa veste. Tiens. Merci. Bertrand s'empare de la boîte, l'ouvre et gratte une allumette. Il observe attentivement la flamme. Regarde comme il est beau, ce petit feu qui danse. Si chétif. Pourtant, d'ici quelques instants, ce sera un véritable brasier. Fais monter le chien dans la voiture. C'est que... Bertrand agite l'allumette qui s'éteint. Tu hésites ? Si Père apprend que nous avons mis le feu au chien, ce sale cabot nous a toujours ennuyés. Père s'en sert pour nous espionner, nous ferons d'une pierre deux coups, c'est le plan. Bernard fait monter le chien dans la voiture. Parfait, asperge-le d'essence. Tu es sûr ? Fais-le ou je m'en charge. Très bien. Bernard ouvre le jerrycan, le cocker s'approche pour lui lécher la main. Je suis désolé, je ne peux pas. Idiot ! Bertrand s'empare violemment du jerrycan et lance l'essence sur le chien et les sièges de la voiture. On ne peut pas faire cela, c'est mal. Bernard laisse tomber le jerrycan et craque une nouvelle allumette. Été 1927. 2 mois plus tard. Soir, forêt domaniale de Verdun. Bernard Fèvre, qui porte un short et un polo blanc, joue du violon dans le jardin de la propriété. Gabriel Fauré, Sicilienne, opus 78. Ses partitions sont posées sur une table de jardin devant lui. Cape blanche approche. C'est tout pour aujourd'hui, Bernard. Nous allons manger. Oui, père. Bernard pose son violon sur la table. As-tu vu ton frère ? Pas depuis 1 heure. Le chenapan, je me demande où il a bien pu passer. Il a l'art de se cacher lorsque j'ai besoin de lui. Qu'aimeriez-vous qu'il fasse pour vous ? Je voudrais qu'il m'aide à nettoyer Je voudrais qu'il m'aide à nettoyer les armes de notre cabane de chasse. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Je ne me fais aucun souci pour lui. Mais en revanche, je m'inquiète. Je n'aime pas le savoir loin du domaine. Bernard pose son archet à côté de son violon. Père ? Oui, mon fils. Quand parlerons-nous de mère ? Comment cela ? Tu sais bien que le sujet est interdit dans ce manoir, Bernard. Oui, mais Bertrand et moi nous interrogeons à son sujet. Ne pourriez-vous pas nous consentir à nous en dire quelques mots ? C'est hors de question. Était-ce une femme de mauvaise vie ? Cape blanche gifle Bernard. Ne redis jamais cela. Bertrand et moi cherchons seulement à comprendre qui elle est. Qui elle était. Elle est morte. Oui, cela vous nous l'avez dit. Elle est décédée durant la guerre. Mais que faisait-elle ? Était-elle alliée aux Allemands ? Est-ce pour cette raison que vous refusez d'évoquer son souvenir ? Non. Cependant, j'ai mes raisons de vouloir vous tenir à l'écart de votre passé. Votre mère m'a demandé de veiller sur vous, et c'est ce que je me suis évertué à faire durant les 10 longues années qui viennent de s'écouler. Et je vous en remercie, père. Je vous remercie pour le temps que vous nous consacrez. Vous êtes un bon parent, même si je trouve vos restrictions un peu trop sévères. Comment cela ? Pourquoi n'avons-nous pas le droit de sortir du domaine ? C'est une mesure de sécurité, je te l'ai déjà expliqué, Bernard. Pourquoi n'allons-nous pas à l'école comme les autres enfants ? Je veux éviter que certaines choses ne se produisent. Comme quoi ? Je ne peux pas te l'expliquer. J'ai 10 ans, je suis en âge de comprendre. De qui nous cachons-nous, père ? De qui avez-vous peur ? Nous ne nous cachons pas. Ah non ? Non. Nous nous protégeons du monde extérieur afin que le passé ne se répète pas. Je ne comprends pas. Tout ce que tu dois savoir, c'est que ton frère et toi resterez en Bourgogne tant qu'il le faudra.
et Cap-Rouge ne naîtra pas. Qui? Cap-Blanche s'éloigne. Ma langue a fourché, oublie ce que je viens de dire, Bernard. Pourquoi? Qui est Cap-Rouge? Notre ennemi. Que veut-il? Une seule chose, notre mort à tous. Mais je vais nous éviter de le rencontrer à nouveau. J'en fais le serment. Suis-moi, nous rentrons au manoir. Bernard s'empare de son violon, de son archet et de ses partitions, et suit Cap-Blanche dans le jardin. Été 1927. 1 heure plus tard, soir, manoir, salle à manger. Cap-Blanche et ses enfants sont assis à une longue table à manger en bois de scie Louis XVI. Il occupe la place d'honneur. Les jumeaux, habillés de la même manière, sont assis à sa droite et à sa gauche. Un plat de viande se trouve devant eux. Des chandelles éclairent la pièce. Les enfants, ce renard est excellent. Vous l'avez parfaitement bien cuisiné, déclare Cap-Blanche. Merci, père, répond Bernard. Où l'avez-vous attrapé? Assez loin d'ici, près de la voiture calcinée, celle de l'Américain. Comment? Bernard, enfin, mais je vous ai toujours interdit de vous éloigner de la propriété. Qui sait ce qu'il pourrait vous arriver? Nous ne voulions pas vous désobéir, père. Nous nous sommes quelque peu égarés au cours de la poursuite. Nous ne recommencerons pas. Je l'espère, je n'aimerais pas avoir à sévir. Bertrand s'empare d'un morceau de viande à l'aide de couverts en argent posés sur un plat. Père, dit-il, avez-vous des nouvelles de l'Américain? Non, et je m'en réjouis. Pensez-vous qu'il ait quitté la région? Je veux dire définitivement quitté la région. Je l'ignore. Il est toujours revenu alors. Oui, mais cette fois sa voiture a brûlé. Ne pensez-vous pas que cela soit une tentative d'intimidation de la part des villageois? Si, probablement. Même si j'ai une autre théorie. Mais alors il ne devrait plus rentrer en France. Un meurtrier comme lui ne connaît pas la peur. Alors cet incident n'aura servi à rien. Je le crains. Cependant, la police a confirmé le fait que c'était un acte volontaire. Bertrand déguste goulûment le renard dans son assiette. Père, dit-il encore, que savez-vous précisément de cet Américain? En vérité, je ne l'ai jamais rencontré. C'est vrai? Nous pensions le contraire, Bernard et moi. Sa réputation a suffi à me faire fuir. Je vois. Mais les meurtres et toutes ces choses abominables qu'on lui attribue, comment savoir si elles sont vraies? Nous n'avons aucune certitude, mais je ne suis pas un homme prêt à prendre des risques. Pourrait-il être innocent? Tout est possible. Bernard, j'ai envie d'entendre de la musique. Joue-nous un morceau de violon, veux-tu? Bernard se lève de la table. Mon instrument est dans la salle de musique. Je vais le chercher. Puis-je me retirer un instant? Mais certainement. Je dois parler à ton frère, seul à seul. Prends ton temps. Oui, père. Bernard quitte la salle à manger en courant. Il ferme une grande porte en chêne derrière lui. Je suis allé au village ce matin, Bertrand. Déguisé? Non, sans mon costume. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai entendu dire certaines choses et je voulais ton avis. C'est à quel sujet? Je te parle de l'incendie de cette voiture. Je n'y étais pas, je ne sais rien. Je m'interroge, vois-tu. Pourquoi? Vous étiez absent, mais j'étais avec Bernard dans le jardin lorsque l'incendie a eu lieu. Oui, ton frère me l'a confirmé. En ce cas, où est le problème? Je ne vois pas. Tu vas comprendre. Cap-Blanche se lève et s'approche d'un chandelier. Il pose sa main au-dessus de la flamme, mais ne ressent aucune douleur. J'ai appris aujourd'hui d'un policier que le cadavre d'un chien avait été découvert dans le véhicule. Ah, vraiment? Oui, et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la disparition d'une autre. Qu'en penses-tu? Avec tout le respect que je vous dois, c'est stupide. Comment serait-il entré dans cette voiture? Je ne sais pas. Je te le demande, justement. Comment le saurais-je? Je vous le répète, je n'y étais pas. Ce chien avait pour tâche de vous surveiller. C'était un animal très intelligent. Il a fait ses preuves durant la guerre. Et voilà que le jour où la voiture de l'Américain s'enflamme, le jour où le cadavre d'un chien a été découvert en même temps. Et il disparaît. Surprenante coïncidence. Qu'êtes-vous allé imaginer? Honnêtement, au point où nous en sommes, Cap-Blanche s'empare d'une bougie et la place devant les yeux de Bertrand. Ton frère et toi, vous avez piégé notre chien. Comment? Vous l'avez enfermé dans la voiture de l'Américain. Non, enfin! C'est la seule raison qui explique qu'il soit entré dans le véhicule et qu'il n'ait pas pu s'enfuir. C'est vous deux qui avez mis le feu. Bertrand souffle sur la mèche, la bougie s'éteint. Prouvez-le. Je n'ai pas besoin de le faire, je vous connais. Mettre le feu à des voitures ne fait pas partie de nos habitudes. Et tuer des animaux? Ne réponds pas, c'était une question oratoire. Je connais tes penchants, Bertrand. Mes penchants? Pour le macabre, oui. Je n'ai pas mis le feu au chien. Ce chien appartenait à ta mère. Bertrand se lève furieux, il jette son assiette à travers la pièce. Elle se brise sur les dalles noires. C'était son chien? Son chien? Vous ne l'aviez jamais dit? Tu le sais maintenant. Oui, mais
Mais maintenant il est trop tard. Cet animal était le seul être vivant qui pouvait vous rapprocher de votre mère. Et vous vous en êtes débarrassé. Bertrand s'empare d'un couteau posé devant lui. Il avance vers son père menaçant. Tout est de votre faute, père. Vous et vos mensonges, vous et votre obsession qui consiste à nous maintenir hors du monde extérieur. Vous êtes responsable de vos actes, toi et ton frère. Vous serez sévèrement punis, comme toujours. Bernard entre dans la pièce, son violon et son archet dans chaque main. Me voici, père. Que voulez-vous que je joue? Un requiem, n'importe lequel. Été 1927, quelques heures plus tard, nuit, forêt domaniale de Verdun, chambre à coucher des enfants. La pièce sombre baigne dans la pénombre. Les jumeaux portent des pyjamas. Bertrand Fèvre ne dort pas, il fixe le plafond silencieusement. Une araignée tisse sa toile. Bertrand se lève de son lit et ouvre la fenêtre de la chambre. Bernard, qui dormait dans un autre lit, se réveille. Que fais-tu, Bertrand? J'aère la pièce. Il fait chaud, tu ne trouves pas? Non, pas tant que cela. Bertrand se lève à son tour. Mais, Bertrand, tu transpires? Je te l'ai dit, j'ai chaud. Tu dois avoir de la fièvre. Non, je vais bien. Je suis sûr que tu dois être malade. Je vais aller chercher père. Non, ne fais pas cela. Je me sens bien. Je couvre seulement un mauvais rhume. Ne t'inquiète pas pour moi. Bien sûr que si, je m'inquiète. Que deviendrais-je si tu n'étais plus là? Je serai toujours avec toi. On sait de quoi demain sera fait? Qui sait de quoi demain sera fait? Bertrand tend sa main droite à son frère. Je ne te quitterai jamais, je te le promets. Tu le jures? Je le jure. Ils se serrent la main. Bernard retourne s'asseoir sur son lit. Tu m'as dit que papa t'avait parlé de maman tout à l'heure. Parler, c'est beaucoup dire. Il a évoqué son souvenir, non? Oui, il a dit que le chien que nous avons tué lui appartenait. Mais je n'en sais pas plus. Tu aurais dû lui poser davantage de questions. La guerre. Nous sommes nés durant la guerre. Tu sais, j'ai ma théorie sur notre conception. À quoi songes-tu? Mère devait être une Allemande. Tu crois ça? J'en suis presque sûr. Elle devait être du côté des Boches. C'est pour cette raison que père ne parle pas d'elle. Elle a trahi la France. Oui, cela expliquerait pas mal de choses. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi père porte un masque devant nous. Tu parles de son costume? Oui, tu te souviens de l'avoir vu sans? Non, je n'ai jamais vu son véritable visage. Oui, c'est étrange. C'est comme s'il se cachait. Oui, mais uniquement de nous, Bertrand. Parce que lorsqu'il va au visage, il y va à visage découvert. Bertrand vient s'asseoir à côté de son frère sur son lit. Je pense que père a peur de nous. Que vas-tu encore imaginer? Je l'ai ressenti avec certitude ce soir même. Il a peur de moi. Et de moi? Non, non, pas de toi, Bernard. Toi, ton cas le préoccupe, c'est certain, mais moins que le mien. Ah bon? Je crois qu'il a peur de nous, peur que nous puissions devenir ce qu'il sait. Il veut nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Quel potentiel? Ce vers quoi nous tendons, notre véritable nature. N'as-tu jamais eu l'impression que nous étions voués à vivre une existence hors du commun? Non, moi si, et père le sait, et il a peur. Oui, c'est bien cela, je lui fais peur. Été 1927, le lendemain matin. Forêt domaniale de Verdun, manoir, chapelle. Bertrand Fèvre, dans sa tenue de jeune chasseur, est agenouillé sur un prie-dieu devant une immense croix en or. Il sue abondamment. La porte de la chapelle s'ouvre et Bernard Fèvre paraît, vêtu comme son frère, l'évangile de Luc à la main. Bonjour Bertrand, tu t'es levé tôt ce matin. Je ne pensais pas te trouver ici de si bon matin. Je voulais parler à notre Seigneur, je voulais lui confesser nos péchés. Tu parles de l'incendie? Bertrand tourne la tête en direction des vitraux. Nous avons tué un être vivant, Bernard. Nous l'avons brûlé vif, inutile de me le rappeler. Je risque d'aller en enfer si je ne suis pas absous. Tu n'avais pas l'air de t'en préoccuper hier. Hier, oui, mais hier j'étais tout juste fiévreux. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Bertrand, qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Bernard court enlacer son frère. Tu ne vas pas mourir, dit. Je suis très malade, je le sens. Il faut que tu consultes un docteur. Père ne voudra jamais. S'il le faut, j'irai le chercher moi-même au village. Même si tu trouvais un médecin, Père ne le laisserait pas m'approcher. Ma mort est une éventualité qui lui plairait. Que dis-tu? Il n'a jamais eu le courage de me tuer, mais si je périssais des suites d'une maladie, tout serait bien différent. Ne parle pas comme cela, personne ne va mourir. Bertrand se lève, chancelant. Bernard l'observe terrifié. Depuis 3 heures maintenant, j'ai supplié Dieu de me pardonner, mais il est resté silencieux. Je suis condamné. Mais je vais trouver Père et l'informer de mon état de santé.
Il est temps que j'affronte la punition divine. Bertrand quitte la chapelle en prenant appui sur chacun des bancs en pierre. Été 1927, le même jour, midi, forêt domaniale de Verdun, chambre à coucher. Bertrand Fèvre est allongé sur son lit. Bertrand le regarde. Pardon. Bertrand Fèvre est allongé sur son lit. Bernard le regarde, inquiet, dans l'âtre d'une cheminée, devant laquelle il est assis. Cape blanche est penchée au-dessus de Bertrand. Ton état empire, Bertrand. Est-ce que je vais mourir, père? Non. Cape blanche s'approche de la fenêtre entr'ouverte. Il observe la forêt devant lui. Tu as raison sur une chose, cependant. Dieu te punit certainement pour le comportement que vous avez eu ton frère et toi, il y a de cela quelques mois. À moins que ce ne soit toi. Moi? Oui, toi qui as engendré cette fièvre soudaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être cherchais-tu à te punir toi-même? Puisque les limites que je t'impose ne sont pas suffisantes, tu t'en crées. J'engendrerai mon propre malheur? Cape blanche ferme la fenêtre. Je ne peux rien pour toi. Vous m'abandonnez? Non, mais je n'en suis pas compétent. Non, mais je ne suis pas compétent pour te soigner. Bernard se lève et saisit le bras de son père. Père, je vous en supplie, il faut un médecin. Ne te mêle pas de ça, Bernard. Mais enfin, nous ne pouvons pas le laisser mourir ainsi. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est laisser des intrus pénétrer dans notre domaine. Alors conduisez-le à l'extérieur, au village le plus proche. Portez-le jusque là-bas. Non, Bertrand ne doit subir aucune influence du monde extérieur. Vous êtes fou. Oui, là-dessus, je ne vais pas te contredire. Qu'essayez-vous de prouver? Rien, je n'ai qu'un objectif, je forcer le destin, réécrire l'histoire. Mais si vous pensez que Bertrand deviendra un être abominable, tout peut encore changer, le destin n'existe pas. Alors tu as deviné mes craintes, Bernard. L'avenir de ton frère. Eh bien, c'est exact, je veux le changer. C'est pourquoi j'ai passé ces 10 dernières années à veiller sur vous, afin que jamais le mal ne corrompe son âme. Mais rien qu'à voir ce que Bertrand a fait il y a cela 2 mois, je sais que j'ai échoué. Si vous ne l'aidez pas, c'est un meurtre que vous commettrez. Peut-être est-il temps que je change de couleur? Pardon? Ma cape. Jassenkovitz avait peut-être raison, le rouge. Je vous parle de sauver la vie de mon frère, et vous me parlez d'un morceau de tissu? Père, êtes-vous à ce point insensible? Cape blanche traverse la pièce sans même jeter un regard à Bertrand. Ton frère dans 10 ans, il deviendra... Eh bien quoi, que fera-t-il? Cape blanche ferme la porte derrière lui. Bernard s'approche de Bertrand et pose sa main sur son front. Été 1927, quelques heures plus tard, après-midi, forêt domaniale de Verdun, chapelle. Cape blanche est agenouillé là où se tenait Bertrand Fèvre précédemment. Il prie. Seigneur, oh Seigneur, que dois-je faire? J'ai voulu corriger les erreurs du passé en aidant Bertrand à devenir un homme bon, mais inexorablement il s'est rapproché du démon. Et maintenant, une fièvre terrible semble devoir l'emporter. Dois-je lui venir en aide au risque de mettre la vie de centaines de personnes innocentes en péril? Ou bien dois-je le laisser mourir et laisser ainsi s'éteindre le nom de ma famille avant que Cap-Rouge ne naisse à son tour? La porte de la chapelle s'ouvre brutalement. Bernard court vers son père. Père, père, venez vite, l'heure est grave. Que se passe-t-il? C'est ce pauvre Bertrand, il ne respire plus. Comment? Cape blanche observe ses mains gantées qui semblent légèrement disparaître. Oh mon Dieu, est-ce la réponse que j'attendais du Seigneur? Venez vite, il faut aider Bertrand. Cape blanche hésite un instant. Père, je vous en prie. Été 1927, après-midi, forêt domaniale de Verdun, manoir, chambre à coucher. Cape blanche pose ses mains sur le buste de Bertrand Fèvre, allongé sur son lit, inconscient, et commence à lui faire un massage cardiaque. Bernard Fèvre assiste à la scène depuis la porte entr'ouverte. J'ai peur, père. Bernard, va me chercher un peu d'eau. J'y vais. Bernard quitte la pièce. Bertrand ouvre les yeux. Oh, Bertrand, tu reviens à toi. Père. Je suis désolé, pardonne-moi. Vous n'avez pas pu vous résoudre à me laisser mourir, n'est-ce pas? Non. Cape blanche aide Bertrand à s'allonger. J'ai mal au crâne. J'ai quelques médicaments dans notre pharmacie et je vais aller t'en chercher. Cela aidera à faire passer ta migraine. Et quand tu te sentiras un peu reposé et que tu iras mieux, je te conduirai dans un hôpital. C'est vrai? Oui, tu ne mourras pas. Pas tant que je serai responsable de toi, et pas tant que Juliette ne sera pas née. Qui est Juliette? La femme que j'aime. C'est elle qui est notre mère? Non. Qui est notre mère? Père, répondez-moi, comment s'appelait-elle? Je ne peux pas te le dire, Bertrand. Est-ce que c'était une femme bien? Oui. Bernard entre dans la pièce avec une cruche pleine d'eau entre ses mains.
Bertrand, tu es réveillé. De stupeur, Bernard laisse tomber la cruche qui se brise au sol. Pardon, je suis désolé, je vais ramasser. Non, laisse Bernard, je vais m'en charger. Reste auprès de ton frère, je pars un instant. Très bien. Cape Blanche quitte la pièce, il traverse un couloir et descend un escalier en bois. Alors qu'il arrive dans le hall d'entrée, la porte s'ouvre. Qu'est-ce que? Une femme en robe rouge, avec un ruban bleu pourvu d'un nœud au centre, une perruque noire, un bois et des gants blancs, ferme la porte derrière elle. Cape Blanche a des visages. Mais... Je vous en prie, aidez-moi, je suis poursuivi. Votre visage. Oui, vous me connaissez? C'est fort possible, je suis danseuse dans un bar du plus proche village et... Juliette, c'est toi? Comment? Stupéfait, Cape Blanche approche chapelant de la jeune femme. Juliette, comment es-tu arrivée jusqu'ici? Je... Je vous demande pardon? Tu as voyagé dans le temps? Comment, avec la machine du père de Henri? Non, non, je vous l'ai dit, je travaille dans un bar pas loin d'ici. Cette ressemblance avec elle, c'est... stupéfiant. Alors, à qui est-ce que je ressemble? Tu ressembles à elle, à Juliette, à ma cousine, la femme que j'aime. Cape Blanche caresse la joue gauche de la jeune femme. Quel est votre nom? On m'appelle Mia. Mia. Mia pose ses mains sur le masque de Cape Blanche. Et vous, quel est votre nom? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? C'est que je dois garder le secret. Très bien, je ne poserai plus de questions. Mia observe la porte derrière elle. Est-ce que vous accepteriez de me cacher quelque temps chez vous? Pourquoi? On m'accuse d'avoir volé une partie de l'argent de la caisse de mon patron. Et... vous l'avez fait? Non, je vous le jure sur ma tête. Alors pourquoi vous accuse-t-on? Mia fond en larmes. Parce que je suis la dernière à avoir quitté l'établissement ce soir-là. Ces gens ne plaisantent pas. S'ils me trouvent, ils me tueront. Il ne vous arrivera rien. Vous pouvez rester ici, Juliette. Juliette? Je vous l'ai dit, on m'appelle Mia. Veuillez m'excuser, je ne me tromperai plus. Mia, puisque vous êtes ici, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Mon fils est gravement malade. Il est à l'étage avec son frère jumeau. Pourriez-vous veiller sur lui le temps que je trouve des médicaments? Évidemment. Vous vivez seul ici avec vos deux garçons? Oui. Écoutez, Mia, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais sachez que je n'accepte jamais d'inviter chez moi. J'ai mes raisons, elles sont ce qu'elles sont, mais je m'y tiens. Cependant, aujourd'hui, les conditions sont particulières, et un peu d'aide de votre part ne sera pas de refus. Je vais à l'étage, vous pouvez compter sur moi. Merci, Mia, j'arrive tout de suite. Mia monte les escaliers précipitamment. Cape Blanche disparaît derrière une porte fermée. Été 1927, quelques heures plus tard, soir, forêt domaniale de Verdun, manoir, chambre. Mia pose une serviette mouillée sur le front de Bertrand Fèvre, couché dans le lit de son frère. Bernard et Cape Blanche changent les draps du malade. Vous devriez l'amener voir un médecin, monsieur. C'est prévu, oui. Mais ni vous, ni moi ne pouvons quitter le manoir pour le moment. Je refuse de m'éloigner de Bertrand tant que son état restera critique. Et si vous envoyez son frère au village? C'est impossible. Pourquoi? Je croyais que vous m'aviez dit que vous ne poseriez plus de questions. C'est que l'état de santé de votre fils s'aggrave. J'ai peur pour vous. Tant que je ne disparaîtrai pas, c'est qu'il va bien. Pardon? C'est juste une manière de parler. Bertrand se met à gémir. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Demande Mia. J'ai mal. Où as-tu mal? À la tête. Mia se tourne vers Cape Blanche. Il faut lui administrer quelque chose de plus puissant. Je lui ai déjà donné beaucoup d'aspirine. Plus serait mauvais pour son métabolisme. J'aimerais vous parler, monsieur, entre adultes. Sortons donc un instant. Parfait. En attendant que nous revenions, Bernard, veux-tu bien ouvrir la fenêtre de cette chambre? Il faut changer l'air. Oui, madame. Et mets cette serviette mouillée sur le rebord de la fenêtre pour la faire sécher. Bien. Je ne pars pas longtemps. Ne quitte pas ton frère des yeux. Au moindre problème, je viens vous chercher. Je te fais confiance. Mia et Cape Blanche quittent la chambre. Bernard retire la serviette du front de son frère, ouvre la fenêtre et la pose sur le rebord. Bertrand pousse un râle. Bernard. Oui, Bertrand, qu'y a-t-il? Cette femme. Elle est dangereuse. Qu'en sais-tu? Elle manipule Père. Mais non, quelles seraient ses intentions, voyons? Je l'ignore, mais c'est elle. C'est elle dont Père voulait tant nous éloigner. C'est elle qui doit nous libérer. Bernard s'assit à côté de Bertrand. Tu délires, c'est sans doute à cause de la fièvre. Mia n'est pas digne de confiance. Son histoire est cousue de fil blanc, je n'y crois pas un instant. Soudain, Bertrand se met à hurler. Bernard tente de l'immobiliser. Mia et Cape Blanche reviennent aussitôt dans la pièce. Que se passe-t-il, Bernard? Demande-t-il.
C'est son front. Son front, il saigne. Quoi? Deux trous de 5 cm de diamètre chacun, ensanglantés, se forment au-dessus des yeux de Bertrand. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des stigmates, je crois. Non, regardez bien, des excroissances sortent de ces trous. Blanche plaque sa main droite sur le front de Bertrand. Il faut les empêcher de sortir. Vous n'y arriverez pas comme cela. Il le faut pourtant. Bernard s'approche de Mia. Que lui arrive-t-il? Des cornes sont en train de pousser sur le front de ton frère. Impossible. Les cornes, soudain longues d'une quinzaine de centimètres, sortant du front de Bertrand, perforent sa main droite. Il pousse un cri de douleur. Ce sont les cornes du diable. S'il vous plaît, Mia, taisez-vous. Mais pas devant les enfants. Oui, pardon. Été 1927, quelques heures plus tard, nuit, forêt d'Amélial de Verdun, manoir, chambre à coucher. Bernard Fèvre est endormi dans les bras de Mia qui lui caresse ses cheveux, assis sur le parquet. Blanche est au chevet de Bertrand. Il observe les cornes de Bertrand Fèvre qui est de nouveau inconscient sur son lit. Soudain, on frappe à la porte de la chambre. Surpris, Blanche lève la tête. Qui est là? Demande-t-il. Mia et Bernard se réveillent. Une voix d'homme, à l'accent italo-américain, lui répond. Puis-je entrer? Non, n'entrez pas. Pourquoi pas? Avez-vous peur du loup? Qu'est-ce que cela veut dire? La porte s'ouvre et un homme effrayant à tête de loup paraît. Il fume le cigare, porte un costume noir et un nœud papillon. Ses crocs sont acérés, il écume de la bave. Ses yeux sont jaunes, son poil long et dressé. Entre ses mains, une mitraillette. Qui êtes-vous? Ignorant le cape blanche et le tenant en respect avec son arme, l'homme s'approche de Mia qui se lève en lui souriant. Combien sont-ils? Mia passe son bois autour de l'homme à tête de loup. 3. Tu n'as rien à craindre. Parfait. Je me demandais quand tu allais nous rejoindre. Cela fait plusieurs heures que je t'ai envoyé le signal. Bernard rejoint Cape Blanche. Quel signal? Un morceau de tissu blanc suspendu à la fenêtre d'une des pièces du manoir. Cape Blanche regarde la serviette humide sur le bord de la fenêtre. C'est ma faute, père. Je suis navré, déclare Bernard. Tu ne pouvais pas savoir. L'homme tire avec sa mitraillette au plafond. Le crépi s'effrite. Ce qui m'étonne le plus, cher monsieur en costume noir, c'est que vous ayez accepté de recueillir Mia aussi facilement. C'est qu'il m'a pris pour une autre. Pardon? Dès qu'il m'a vu, cet idiot m'a appelé Juliette. Il m'a confondu avec sa cousine dont il est amoureux. Ah, les affres de l'amour. J'ai connu cela, moi aussi, avec ta sœur. Tu te souviens, Mia? Oui, mais cela n'a pas duré longtemps. Cape Blanche serre Bernard contre lui, comme pour le protéger. Que nous voulez-vous, étranger? Vos enfants ont mis le feu à ma voiture. Un regrettable incident que je tiens à réparer au plus vite. Vous êtes notre voisin des Amériques? Précisément. J'effectue des retours fréquents dans la région et j'apprécie de retrouver les choses telles que je les ai laissées, en parfait état. Il paraît que je suis maniaque sur certains points. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est de l'argent que vous voulez, je peux vous en procurer. De l'argent? Pour moi? Ah non, je ne suis pas ici pour cela. J'ai déjà beaucoup d'argent. Non, je suis ici pour donner à vos fils une bonne leçon, une de celles qu'ils n'oublieront pas. Vous ne toucherez à aucun d'eux. L'homme pointe son arme sur Bertrand. Allons, mon ami, vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Dites voir, depuis le temps que nous sommes voisins, j'espérais un peu plus d'amabilité de votre part pour notre première rencontre. Je suis déçu. Qui est cette femme? Ma complice. C'est entendu, mais pourquoi a-t-elle le même visage que Juliette? Comment le saurais-je? Je ne connais même pas cette Juliette. Je devrais? Non. C'est une simple coïncidence, je pense. Je ne crois plus au hasard depuis longtemps. Pour répondre à votre question, cette femme, Mia, travaille dans un des bars sur lesquels j'ai la main mise. Je lui rends une petite visite à chaque fois que je suis de passage en France. C'est la sœur d'une vieille amie qui habitait par ici il y a de cela de nombreuses années, mais son nom ne vous dirait rien. Et si nous parlions un peu de vous? Monsieur se cache, semble-t-il. Aurait-on commis quelques erreurs malencontreuses durant la guerre? Je n'ai rien à me reprocher. Et vous vivez reclus parce que... Je protège mes enfants de sales types de votre espèce. Ne soyez pas blessant. Brusquement, l'homme jette au sol le bois qui entoure son cou. Lequel d'entre eux dois-je tuer en premier? Les tuer? Pour une simple voiture calcinée? On voit bien que vous ne savez pas qui je suis. Je ne laisse jamais quiconque me manquer de respect. Écoutez, faites de moi ce que vous voulez, mais ne touchez pas aux enfants. Très bien, vous refusez de répondre? Ainsi, pour commencer, je tuerai celui que vous protégez. Non! L'homme qui fait feu sur Bernard. Celui-ci est criblé de balles, transpercé de part en part. Cape Blanche tombe à genoux et regarde son cadavre désespéré. Monstre! Monstre! Cape Blanche se lève et court en direction de l'homme. Celui-ci saisit Mia et la plaque contre lui
pour la mettre en joue. Un pas de plus et je la tue à son tour. Vous ne voudriez pas avoir la copie conforme de votre précieuse Juliette. Vous ne voudriez pas voir la copie conforme de votre précieuse Juliette passer de vie à trépas. Ne lui faites aucun mal, aucun risque abruti. Je l'ai promis à Ombline. À qui? L'homme fait feu sur Cape Blanche. Les balles rebondissent sur sa panoplie, mais le pousse jusqu'à la porte. Il met un genou à terre. Je suis stupéfait. Pourquoi cet homme n'est-il pas blessé? Il est fait de béton? L'homme pousse Mia contre un mur et avance vers Cape Blanche. Celui-ci se relève péniblement. Quel prénom avez-vous dit? Oh mon Dieu, mais c'est qu'il parle encore? Quel était le prénom de la sœur de Mia? Cape Blanche saisit l'homme à la gorge. Celui-ci essaie de tirer avec sa mitraillette, mais son arme s'enraye. Lâchez-moi, pauvre type, vous n'êtes pas un tueur, je le sens. Ne me tentez pas, vous risqueriez d'être surpris. Quel était son prénom? Cape Blanche serre tellement la gorge du loup que ses yeux deviennent jaunes. Ombline, elle s'appelait Ombline. Elle était infirmière à côté de Verdun pendant la guerre. C'était dans l'hôpital militaire dans lequel elle travaillait que j'ai rencontré. Si ce que vous dites est vrai, ces garçons sont vos garçons. Ce sont vos enfants. Comment? J'ai aidé Ombline à accoucher, mais elle est morte peu de temps après, tuée par un soldat français qui était passé du côté des Allemands pour sauver sa misérable peau. C'est un mensonge! Cape Blanche lâche prise. L'homme tombe sur le plancher. Vous venez de tuer votre propre fils. Non, je vous assure que si, et j'ai même mieux à vous proposer. Je suis votre arrière-petit-fils. Quoi? Cape Blanche se penche au-dessus de Bernard. Êtes-vous venu seul? Non. Dans la maison, je suis entré seul, mais mes hommes m'attendent non loin de là. Parfait. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez quitter ce manoir et chercher vos hommes. Ensemble, vous les amènerez dans l'hôpital le plus proche. Mais levez-vous, chaque seconde compte. L'homme se lève, Mia le rejoint. Al, comment vas-tu? Je vais bien. Tu ne vas pas laisser cet homme en vie tout de même. Et que veux-tu que je fasse, Mia? Il résiste à mes balles. Mais tu vois bien qu'il va raconter des histoires. Ces enfants ne peuvent pas être les tiens. Bien sûr que si, il connaît Ombline et visiblement, il connaît aussi une de nos ancêtres qui nous ressemble. Mais enfin, ce n'est pas une preuve. Il veut que tu sauves ses enfants, voilà tout. Al, sois sérieux, enfin, il dirait n'importe quoi pour te convaincre. Cape Blanche pose la main sur son masque. Vous voulez une preuve, Mia? La voici. Cape Blanche retire son masque en poussant un hurlement de douleur. Des jets de sang électronique s'en échappent. Lorsque le liquide s'est écoulé, Mia et Al découvrent son visage composé de pixels. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande Mia. Je n'en ai aucune idée, répond-il. Mais ce visage, on dirait celui de ton père, celui de Ombline. Mais alors, il se pourrait qu'il soit... Oh Al, comment est-ce possible? Je n'ai pas d'explication, mais s'il y a une chance que ces gosses soient de moi, nous devons les sauver. Va chercher mes hommes, mais... Va! Mia part en courant dans le couloir et dévale les escaliers. Cape Blanche commence à disparaître. L'homme s'approche de lui en portant la main à sa tête de loup. Nous sommes de la même famille, n'est-ce pas? Oui, oui, Al. Cape Blanche remet son masque. Celui-ci fusionne avec les pixels de son masque. Est-ce que tu serais un ange? Non. Qu'est-ce que... Que sais-tu de moi, de ma vie, de mon avenir? Je ne sais rien, Al. Je ne te connais même pas. Comment est-ce possible? Si je suis l'un de tes parents, tu dois me connaître? Dans ma famille, personne n'a jamais parlé de toi. Je peux comprendre ça. Cape Blanche continue de disparaître. Prends soin de tes enfants, Al. Protège-les. Surtout sois vigilant en ce qui concerne Bertrand, celui qui a des cornes. Quelles cornes? Cape Blanche observe Bertrand dont les cornes ont disparu. Puis il se tourne vers Al. Ton visage, cette balafre, est-ce que tu pourrais être... Non, non Seigneur, non, pas ça. Cape Blanche disparaît. Al s'agenouille auprès de Bernard. Mia réapparaît dans la pièce, escortée de deux hommes musclés et lourdement armés. Al, tu m'entends? Al se lève en portant Bernard dans ses bras. Il faut amener ces enfants à l'hôpital. Je ne peux pas le faire. Charge-t'en, Mia. Très bien. Ensuite, s'ils s'en tirent, comme l'a dit cet inconnu, tu quitteras le pays. Trop de gens sont après moi. Je ne veux pas que l'on s'en prenne à ma famille. J'ai suffisamment de soucis à me faire aux États-Unis avec ma femme Maë et mon fils. Bien, mais où irai-je? Je possède une maison au Canada dans un endroit sûr au Québec. Je te donnerai l'adresse et notre nouvelle identité d'ici quelques jours, mais pas devant mes hommes. Al confie Bernard à l'un des deux hommes de main. L'autre soulève Bertrand du lit. Écoutez-moi tous les trois. Nul ne doit savoir que je suis le père de ces enfants. Je leur attribuerai un nouveau nom de famille, celui de ma dernière victime par exemple. Le premier qui me trahira sera abattu. Ai-je été suffisamment clair? Cela signifie que nous devons enterrer le passé. Tout le passé. Mia, aujourd'hui, nous ferons comme si c'était la première fois que nous nous rencontrions.
De nouveau, tu dois m'appeler par mon nom. Oui, monsieur Capone. Al Capone, Mia et les deux hommes quittent la chambre à coucher. Fin.